Bienvenue dans ce nouvel épisode avec le Maroc depuis Washington. Je suis heureux de vous retrouver, mon nom est Adam Early et nous consacrons l'émission d'aujourd'hui au marché mondial de l'énergie et à l'avenir de l'approvisionnement en gaz de l'Union européenne qui souffre actuellement d'une grave pénurie de ce combustible. En fait, l'Europe a connu une hausse du prix du gaz naturel d'environ 500% en un an. Le marché sur le vieux continent connaît une nouvelle poussée de fièvre car les stocks de gaz sont au plus bas à l'approche de l'hiver. La pénurie s'est propagée au-delà des frontières de l'Europe. Elle affecte l'économie mondiale puisque la demande et la hausse des prix qui poursuivent leur folle envolée impactent les coûts des matières premières, les coûts de production du verre, du ciment, de l'acier, de l'aluminium et de toutes les industries qui dépendent du gaz naturel. Autre conséquence, la production d'engrais devient économiquement impossible. Avec un prix du gaz aussi élevé, les usines d'ammoniac, l'un des composants clés des engrais azotés, ont dû fermer provisoirement et le spectre d'une crise alimentaire plane sur les économies les plus pauvres de pays comme le Pakistan ou le Bangladesh. L'énergie plus chère entraîne une hausse des prix des denrées alimentaires et menace de plonger le monde dans une spirale inflationniste. Pour débattre de ce sujet, faire le point sur la gravité de cette crise et des moyens d'y faire face, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir un expert mondial de l'énergie. Il s'agit du docteur Jean-François Seznec, expert principal à l'Atlantic Council Global Energy Center, l'un des plus grands centres d'études énergétiques. Il est également professeur adjoint à l'université Georgetown et Johns Hopkins School of Advanced International Studies. Le Dr Seznec a 25 ans d'expérience dans la finance et la Banque internationale, dont 10 passés au Moyen-Orient. Il co-gère également Lafayette Group, une société de conseil et d'investissement dont les recherches portent sur l'impact de la région du Golfe Persique et les variables sociales et politiques sur les marchés financiers et pétroliers de la région. Soyez le bienvenu, Dr Seznec, mais nous commençons par donner la parole à notre chroniqueur J.D. Gordon. J.D., pouvez-vous nous expliquer pourquoi le gaz naturel est-il aussi important dans l'économie mondiale? Adam, natural gas is one of the most important sources of energy in the world. In the United States, it provides about 1/3 of our energy needs. Adam, le gaz naturel est l'une des sources d'énergie les plus importantes au monde. Le gaz constitue un tiers des besoins énergétiques américains et le quart des besoins mondiaux. Le secteur qui consomme le plus en matière de gaz naturel aux États-Unis est celui de la production d'électricité, qui alimente les maisons et les activités commerciales. La moitié de la population utilise le gaz naturel pour le chauffage et l'eau chaude dans les salles de bain et également pour cuisiner. Now, the second largest application and sector in the United States is the industrial sector. L'autre secteur qui consomme le plus de gaz aux États-Unis est celui de l'industrie. De nombreuses entreprises utilisent le gaz comme source d'énergie dans les bâtiments et les usines, ainsi que pour la fabrication de plastique et d'autres produits essentiels à l'industrie. En fait, le facteur majeur du gaz naturel à l'échelle mondiale est lié essentiellement à la question de sa livraison aux consommateurs. Il existe actuellement le gazoduc Nord Stream 2, construit par la Russie via l'Allemagne, fournissant plus de gaz naturel directement de la Russie à l'Union européenne. Il faut signaler que la plupart des gazoducs russes passaient par l'Ukraine. En revanche, cette ligne contourne l'Ukraine et soulève la controverse, l'Union européenne n'ayant pas encore donné son approbation officielle pour commencer à transporter le gaz via cette ligne. There are other pipelines that are in progress and some that are in discussion.
D'autres gazoducs sont en cours de construction, l'un reliant le Nigeria et le Maroc et garantissant que le gaz naturel d'Afrique atteigne l'Europe directement via l'Espagne, comme future alternative au gazoduc allant de l'Algérie à l'Espagne via le Maroc. Par conséquent, nous devons toujours rester conscients de l'importance du gaz naturel et de ses utilisations dans notre vie quotidienne à travers le monde et comment le livrer aux consommateurs. Merci JD pour cette vue d'ensemble très instructive. Je me tourne à présent vers mon invité, le Dr Seznec. Docteur, je retiens dans les propos de JD deux types d'usage du gaz naturel. Le premier concerne la consommation domestique et le second, la consommation industrielle, car le gaz naturel est utilisé dans la production de nombreux produits de base, tels que le plastique, l'acier, l'aluminium, les engrais, le verre et d'autres produits qui affectent directement l'économie mondiale. Je voudrais que nous commencions par évoquer l'évolution de l'offre et de la demande de cette matière première qu'est le gaz. Les facteurs qui expliquent son prix sont avant tout d'ordre économique. L'utilisation du gaz naturel a considérablement augmenté au cours de ces 7 dernières années pour de nombreuses raisons, notamment du fait qu'il est plus propre que le pétrole, si l'on tient compte du changement climatique aussi en raison de découvertes récentes de nouveaux gisements de gaz. On constate également une forte augmentation de la demande en Asie. Elle a augmenté de 50% au cours de la dernière décennie, avec sur cette période un triplement de la consommation de la Chine. J'ai lu à ce propos que chaque année, 15 millions de foyers chinois s'ajoutent à la liste des consommateurs de gaz naturel, ce qui équivaut à la population du Luxembourg ou de la Belgique. Alors, quel regard portez-vous sur cette évolution de la demande mondiale et les pressions exercées en conséquence sur la disponibilité de ce combustible? Adam, vous avez évoqué la question du gaz en Chine et JD a souligné au début l'importance du gaz naturel pour l'Amérique et l'Europe et la forte demande pour celui-ci, chose qui a conduit à ses prix élevés. La raison en est l'augmentation de la demande en Extrême-Orient et en Chine en particulier. Cette dernière, qui est devenue le plus gros importateur de gaz liquéfié après le Japon, a occupé cette position pendant très longtemps. Cela a changé cette année parce que les dirigeants chinois ont décidé de réduire le taux de pollution dans les villes chinoises. Par conséquent, nous essayons de forcer l'économie chinoise, en particulier l'industrie sidérurgique et la production d'électricité, à abandonner l'utilisation du charbon qui constitue actuellement 70% de la consommation du carburant. Le gouvernement chinois essaie de réduire la production de charbon et de déplacer les sidérurgistes dans l'ouest de la Chine, ce qui a créé des problèmes pour l'économie chinoise. La Chine a été forcée de redémarrer certaines mines de charbon, mais elle a commencé à remplacer l'utilisation du charbon par le gaz naturel. Malgré tous les problèmes, entre les États-Unis et la Chine, cette dernière achète toujours de grandes quantités de gaz naturel liquéfié aux États-Unis. En effet, l'Amérique est devenue l'un des principaux fournisseurs de la Chine en GNL, avec l'Australie, le premier producteur mondial de gaz naturel liquéfié, puis le Qatar, suivi des États-Unis. La demande de gaz naturel est énorme en Chine comme en Inde. Elle croît de façon exponentielle. Ainsi, nous avons affaire à deux pays des plus peuplés du monde qui s'éloignent de l'utilisation traditionnelle du charbon, à savoir la Chine et l'Inde. Ces deux pays tentent de le remplacer par les énergies renouvelables. De même, la Chine est pionnière dans ce domaine, mais essaie de passer à l'utilisation du gaz naturel, ce qui pousse la demande au plus haut niveau. C'est ce qu'on appelle la transition énergétique entre des sources d'énergie polluantes comme le charbon
et des sources plus respectueuses de l'environnement telles que l'énergie solaire et éolienne. En même temps, en Occident, la question environnementale est au centre d'une réflexion en appelant à suspendre l'utilisation du gaz naturel. Ils pensent que le gaz laisse derrière lui beaucoup de dioxyde de carbone, mais c'est moins que ce que produit le charbon. Ils considèrent le gaz comme étant un polluant pour l'environnement et du coup ne veulent pas d'investissement dans le secteur en faisant pression, ce qui affecte la demande dans tous les cas. Concernant l'Europe, quel est le pourcentage de gaz liquéfié importé par voie maritime par rapport à celui qui est fourni par gazoduc? La plupart de ce qui leur parvient est en effet acheminé par les gazoducs. De plus, les Européens achètent du gaz liquéfié au Qatar et aux États-Unis, et puisqu'il est transporté de loin, le prix en devient très élevé. Je dirais qu'environ 20% des approvisionnements en gaz naturel de l'Europe proviennent du GNL, tandis que le reste des approvisionnements provient des gazoducs de Russie, de Norvège et bien sûr d'Algérie via le Royaume du Maroc. Parlons maintenant de l'offre. Nous avons évoqué l'énorme augmentation de la demande en Chine et en Inde. Nous avons également vu les efforts qui sont faits pour réduire l'exploitation de gaz naturel en Amérique et en Europe. Mais y a-t-il vraiment une pénurie de gaz naturel? Il existe d'énormes stocks au Qatar, en Russie, en Algérie, au Nigeria, aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui empêche cette offre d'atteindre les marchés? Nous écouterons votre réponse juste après une courte pause. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre invité d'aujourd'hui est un expert mondial en matière d'énergie, Jean-François Seznec, qui nous a évoqué la pénurie de gaz naturel, notamment au niveau des marchés européens et de ce que celle-ci implique pour le reste du monde, y compris pour le Maroc. Avant la pause, nous nous interrogions sur ce qui pouvait bien empêcher les énormes stocks de gaz naturel d'alimenter les pays qui en ont besoin. Docteur Seznec, nous vous écoutons. Écoutez, il ne s'agit pas que du manque d'approvisionnement, mais le problème en ce moment est qu'après la propagation du coronavirus dans le monde, de nombreuses économies agissent comme si nous étions dans une phase post-Covid-19. Ainsi, il y a une énorme demande de gaz naturel en provenance de la Chine, notamment pour redévelopper l'économie. Cela vaut également pour l'Europe, où la demande du gaz naturel augmente considérablement et les Européens n'ont pas été en mesure de s'approvisionner assez rapidement. D'ailleurs, je pense que c'est ça le problème. Il y a bien sûr également quelques détails, car la Russie n'est pas intéressée à améliorer rapidement l'acheminement du gaz naturel vers l'Europe à travers l'Ukraine. La Russie veut que l'Allemagne accepte l'ouverture du gazoduc Nord Stream 2, qui est achevé et opérationnel. Elle attend toujours l'approbation du gouvernement fédéral allemand, ce qui n'est pas encore arrivé. Je voudrais signaler un autre problème, celui du Qatar qui a décidé de doubler de 50% ses approvisionnements en GNL, mais cela prendra 2 ou 3 ans. De ce fait, on constate qu'il y a une sorte de lenteur. Aux États-Unis, il y a un énorme effort pour produire plus de gaz naturel et ces prix ont augmenté de façon spectaculaire à cause de cela. Vous soulevez ici 2 points concernant ce déficit. Le premier concerne le facteur temps. La demande a augmenté de façon spectaculaire et soudaine parce que l'économie mondiale est en train de redémarrer après la crise sanitaire que le monde a traversée. Il y a aussi cette capacité qui reste limitée pour répondre à la demande. Mais des facteurs politiques entrent aussi en ligne de compte. Vous avez dit que la Russie pourrait expédier plus de gaz vers l'Europe. Si elle ne le fait pas, c'est justement pour des raisons politiques. D'ailleurs, Gigi en a parlé au début de l'émission. Je voudrais que vous nous éclairiez davantage sur cet angle. La Russie dispose d'énormes réserves de gaz, mais comme elle ne veut pas le faire transporter à travers l'Ukraine, son nouveau gazoduc, le Nord Stream 2, contourne ce pays d'Europe centrale en passant sous la mer Baltique
aux grandes dames de Kiev et de Berlin. On assiste à un scénario un peu semblable en Algérie. Arguant de son différend avec le Maroc, Alger a décidé de fermer les vannes du gazoduc Maghreb-Europe qui transite par le Maroc et alimente l'Espagne à hauteur de 30% de ses besoins en gaz. Alors, sommes-nous réellement, comme certains l'attestent, menacés par une nouvelle crise énergétique, comme en 1973, quand les pays de l'OPEP ont fermé les vannes au lendemain de la guerre de Kippour? Bien évidemment, les circonstances sont différentes aujourd'hui, mais j'entends la sonnette d'alarme et le spectre d'une crise d'approvisionnement de l'Europe en gaz pour des raisons politiques est bien réel. Qu'en pensez-vous? Il peut être très tentant de penser que cela est principalement dû à des questions politiques, parce que cela sonne comme quelque chose de bon, dont les médias font la promotion. Mais d'un autre côté, parlons du conflit algéro-marocain. C'est une très mauvaise situation qui doit être résolue. Il s'agit aussi d'une question d'économie, car l'une des raisons de l'annonce par l'Algérie de ne pas renouveler l'accord de gazoduc vers l'Espagne via le Maroc est que l'Algérie a achevé un gazoduc direct vers l'Espagne, pouvant transporter 8 millions de mètres cubes de gaz. Ainsi, l'Algérie tente d'informer le Maroc de son intention d'arrêter de pomper du gaz via le Maroc et l'acheminer directement vers l'Espagne. En fait, le problème est que l'Espagne a besoin de plus que ce que l'Algérie peut expédier à travers sa nouvelle alternative, et bien qu'il y ait beaucoup de bruit et de menaces, l'Espagne finira par pousser à la fois l'Algérie et le Maroc à continuer à fournir du gaz naturel via le gazoduc Maghreb-Europe. En fermant ce gazoduc, l'Algérie se fait du mal. Absolument. Parce qu'elle perd le marché de l'Espagne. Mais alors, qu'est-ce qui motive Alger? Il n'y a aucun fondement quant à cela. L'Algérie peut plaider pour un nouveau pipeline direct qui pourra transporter 8 millions de mètres cubes. Mais cela peut rouvrir certaines stations de liquéfaction de gaz naturel qui ne produisent pas assez d'énergie. Cela coûte très cher et je pense que cela posera beaucoup de problèmes à l'Algérie et prendra beaucoup de temps. Même avec la fermeture du gazoduc Maghreb-Europe, le Maroc a des alternatives. Rabat perdra certainement des revenus liés aux redevances gazières sur ce gazoduc qui traverse son territoire, mais cela ne conduira certainement pas à une crise énergétique au Maroc. No, because Morocco has the ability to import liquid natural gas from Qatar. Non, le Maroc pourra importer du GNL du Qatar ou des États-Unis. Le Royaume n'aura pas de problème. Le Maroc a également d'excellentes relations avec le Royaume d'Arabie Saoudite en ce qui concerne d'autres matières extraites du gaz naturel comme le soufre qui est nécessaire d'urgence pour faire fonctionner des usines d'engrais au Maroc. Les Saoudiens soutiennent sans réserve depuis toujours le Maroc. Il est vrai qu'ils ne vendent ni n'exportent le gaz, mais le Qatar le fait. La présidente de la Commission européenne a déclaré que l'Europe est très dépendante de ses importations de gaz. À cet égard, elle parlait surtout de la Russie. Elle a déclaré que cette situation rend l'Europe vulnérable et que les sources d'accès au gaz doivent être diversifiées. Pourquoi est-il si important pour l'Europe de diversifier ses fournitures de gaz et de se défaire de sa dépendance vis-à-vis de la Russie et de l'Algérie? Et quelles sont les alternatives? Est-ce que le Moyen-Orient et l'Afrique peuvent représenter une option fiable? On a récemment entendu parler d'un accord gazier entre les gouvernements égyptiens et israéliens. Il s'agit d'un projet de fourniture par voie maritime de gaz israélien sous forme liquéfiée à l'Égypte, qui serait ensuite transféré en Europe. Il existe également un projet entre le Maroc et le Nigeria pour construire un gazoduc vers l'Europe. Que pensez-vous de tels projets pour résoudre la crise d'approvisionnement à court et à long terme?
Je pense que l'accord gazier entre Israël et l'Égypte est intéressant, mais il ne pourra pas fournir de gaz à l'Europe, car l'Égypte a d'énormes besoins en la matière. Du coup, elle essaie d'augmenter sa production de gaz. La demande intérieure augmente à la même vitesse, sinon plus vite. L'Égypte pourra exporter du gaz vers Israël. Ce dernier pourra pomper du gaz vers l'Égypte afin que les stations égyptiennes puissent le liquéfier. Cela n'entraînera pas de changement significatif dans la demande mondiale, mais le changement servira Israël et l'Égypte. Et qu'est-ce que ça change? Mais ce n'est pas du tout une solution quant à la pénurie d'approvisionnement mondial en gaz. Quant au gazoduc Nigeria-Maroc, il aura un impact énorme qui pourra grandement aider l'Europe. Je suis sûr que les Européens veulent que ce gazoduc soit opérationnel, mais la scène politique dans la région du Sahel peut entraver le développement de ce gazoduc, mais il finira par voir le jour. En fait, le projet qui a un réel potentiel et qui a déjà commencé, c'est celui qui vise le doublement de 50% des approvisionnements du GNL par le Qatar. Quant à l'Arabie saoudite, elle dispose de réserves de gaz naturel suffisantes pour ses besoins. Les Saoudiens cherchent à développer de nouvelles sources d'énergie comme l'hydrogène. Ils souhaitent que l'Arabie saoudite devienne le premier fournisseur d'hydrogène et d'ammoniac au monde. Mais cela prendra plusieurs années. À propos de la crise du gaz en Europe et de son impact négatif sur l'industrie et sur les consommateurs, quelle pourrait être l'alternative au gaz russe? C'est le gaz naturel américain et il devrait être liquéfié. Mais le coût du gaz naturel en Amérique par rapport à l'Europe est encore très bon marché, même si ses prix ont doublé au cours des derniers mois. Il y a beaucoup de gaz naturel en Amérique disponible à des prix relativement bon marché. Il serait donc moins cher et plus efficace de le transporter en Europe au même prix, afin que les producteurs américains puissent en exporter d'énormes quantités. L'enjeu ici est-il d'ordre technologique ou géologique? Un peu des deux. L'Amérique peut produire du gaz naturel à un coût beaucoup plus bas que partout ailleurs dans le monde. Les États-Unis peuvent exploiter très efficacement des usines de liquéfaction de gaz naturel et l'exporter à bas prix. En tant qu'économiste, quel est votre pronostic? Quel pourrait être l'impact de la pénurie de gaz sur l'économie mondiale, notamment au niveau des prix et aussi sur le volet environnemental? Les prix augmenteront, bien sûr, mais cela signifie aussi de mauvaises nouvelles quant à l'aspect environnemental de la question. Il y aura dans ce cas recours à l'utilisation du charbon, y compris par les acteurs respectueux de l'environnement comme les Allemands, qui devront compter davantage sur cette matière. Cela se produira en Chine ainsi que dans d'autres pays et aura des aspects négatifs. Bien que les coûts diminueront, les progrès dans la protection de l'environnement dans le monde ralentiront. Nous arrivons au terme de cet épisode consacré à la crise énergétique due à la hausse du prix du gaz. Cette crise, issue de celle de la Covid-19, est la conséquence d'un redémarrage brutal de l'économie mondiale qui a provoqué une augmentation soudaine et massive de la consommation d'énergie. La loi du marché fait qu'il est difficile d'y répondre à court terme, et pour des raisons politiques, certains pays producteurs, comme la Russie, profitent de cette situation, ou à l'instar de l'Algérie, ferment carrément le robinet. Heureusement, il existe de nombreuses alternatives pour augmenter l'offre, mais cela prendra du temps. En attendant, pour beaucoup, le charbon s'impose comme la seule option, en dépit de son impact environnemental. Une solution temporaire dans un monde condamné au sevrage des combustibles fossiles pour entrevoir l'espoir d'un avenir durable. Je tiens à remercier mon invité, le docteur Jean-François Seznec. Merci également à notre chroniqueur J.D. Gordon. Merci à vous, chers téléspectateurs, et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt.
Monde.